Alors, étape suivante et dernière étape de notre petite balade de l'après-midi, on accueille Julie Henry. Alors, Julie est philosophe, j'allais dire docteur en philosophie, mais elle m'a dit dans 8 jours. Dans 2 semaines, oui. 2 semaines, voilà. Donc on croisait dans non, a priori c'est bon. On va voir. Julie, tu diriges un petit labo junior dont j'aimerais bien que tu nous dises 2 mots, et puis après on prend notre... Oui, donc un labo junior, déjà, c'est un labo qui est avec des jeunes chercheurs uniquement, donc des masterants et des doctorants. Et on s'est posé une question toute simple, en fait, qui était, mais les questions simples, en général, on a du mal à y répondre, qui était, qu'est-ce que ça fait pour un homme d'être avant tout un être vivant ? Avant tout, ce qui veut dire pas seulement, mais aussi cet ancrage, en fait, dans la nature et parmi les animaux. Et on s'est dit que pour répondre à cette question, c'était dommage de rester entre philosophes et entre chercheurs. Donc on a regroupé des philosophes, des biologistes, des médecins et des danseurs. D'accord. Voilà. Avec aussi ce que tu me disais, c'est-à-dire cette volonté de connecter en fait les questions que vous allez traiter, y compris les questions philosophiques, avec vraiment le vivant, le terrain, etc. Hein. Oui, avec les danseurs, on a travaillé le mouvement, on a travaillé la perception, qu'est-ce que ça fait d'être malade, qu'est-ce que ça fait d'être en bonne santé, etc. avec les médecins. Donc essayer de tester en fait l'homme dans différentes situations, dans différents contextes, pour essayer de réinscrire en fait, de travailler un peu toutes les dimensions et de voir ce que ça donnait quand on les réinscrit ensemble. Qu'est-ce que ça fait quand un biologiste m'explique par exemple comment mon corps fonctionne à un niveau cellulaire et que moi je le perçois à un niveau tout autre. Ouais, voilà, c'est ça fait bizarre ça. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Alors, Julie est une spécialiste de Spinoza, peut-être on peut en dire 2 mots, en quoi ça nous intéresse nous que tu sois une spécialiste de Spinoza. Alors, ce qui est intéressant avec Spinoza, c'est qu'il n'a pas vraiment parlé de l'animal, mais ce qui est intéressant avec Spinoza, c'est qu'en fait, il se demande comment les hommes fonctionnent. Donc, avant d'aller chercher comment fonctionne une société, qu'est-ce que l'éthique, etc., l'éthique étant la plus grande partie de sa plus grande œuvre, il se demande en fait comment sont nos passions, comment on est affectés les uns les autres, comment on vit en communauté, etc. Et à partir de là, qu'est-ce que ça voudrait dire en fait de mener une vie autre, mais en tenant compte en fait de cette réalité. De notre réalité humaine. Voilà, commencer par pas chercher à la changer, pas essayer de se faire Dieu, pas essayer de chercher uniquement à travailler l'esprit, la connaissance, etc. Mais qu'est-ce que c'est accepter la réalité humaine et voir ce qu'on peut en faire. Accepter notre condition humaine. Ouais. Alors on vient à notre objet du jour. J'ai l'impression que plus on vit dans une société urbaine, dans ses comportements ou urbaine, j'allais dire d'un point de vue géographique, physique, plus il semble qu'on entende parler des animaux. Alors je prends quelques exemples, mais on a des émissions de télévision sur les animaux, on a, et particulièrement des tas de reportages quand vous êtes un peu insomniaque, ou si vous avez, voilà, si vous ouvrez la télévision, c'est chasse, pêche, les animaux sauvages, etc. Je sais tout, des zébus. On voit beaucoup d'animaux dans les rues, on voit beaucoup d'animaux, j'ai un chiffre que j'ai adoré, c'est 16 tonnes de déjections canines par an à Paris. Autrement dit, il y a 150 000 Parisiens qui sont des ramasseurs de crottes. C'est intéressant. Enfin bon, c'est 4 ou 5 milliards. C'est 4 ou 5 milliards au moment des ajustements budgétaires, etc., et de la rigueur. C'est 4 à 5 milliards de dépenses des Français pour leurs animaux de compagnie. On entend parler de déclaration à l'aune de la déclaration des droits de l'homme, de déclaration des droits des animaux. Et bien évidemment, on entend parler du bien-être animal, et de manière de plus en plus rude. Hein, ça devient un véritable argumentaire. Alors, on reviendra à cette question du bien-être animal et tout à la fin. La première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette question du lien entre l'humain et l'animal? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'on la voit dans sa totalité? D'après ces exemples, en fait, ce qu'on a envie de se dire, c'est que l'attention portée à l'animal de compagnie, très proche, ou l'attention portée aux animaux très lointains, les reportages sur les zébus et les rhinocéros, c'est un peu à la mesure, en fait, de la disparition
du lien avec la nature et avec l'animal au quotidien. J'étais très intéressée par ce qu'a dit Hélène, c'est-à-dire qu'on fait en fait des glissements. On fait des glissements dans les argumentations qu'on développe. Tiens, tu manges de la viande, est-ce que tu mangerais ton animal de compagnie? On ne parle pas de la même chose, non, par définition, c'est mon animal de compagnie, il est dans mon foyer, je ne vais pas le manger. Moi, je défends la cause animale parce que je donne en fait de l'argent pour défendre les éléphants ou les zébus. D'accord? Mais en fait, ce sont des actions toujours ponctuelles et en général, ce sont des actions à distance, c'est-à-dire qui ne touchent pas mon quotidien, qui ne m'invitent pas en fait à repenser la manière dont je suis dans les choses, la manière dont je vis en fait chaque jour. Et en fait, le lien avec l'animal, la façon déjà dont on nomme l'animal, ça dit déjà beaucoup de la relation qu'on a avec lui. Parce que animal, finalement, ça veut dire quoi? Défendre l'animal, les droits de l'animal, manger un animal, avoir un animal, c'est évidemment pas la même chose. Donc il y a cet animal de compagnie qui est dans mon foyer, il y a l'animal que j'élève, il y a l'animal que je mange, etc. Et je pense que la première chose, c'est d'essayer d'éviter, justement, comme disait Hélène, d'essayer d'éviter les amalgames pour savoir exactement de quoi on parle et pour éviter les positions figées qui, finalement, n'interrogent plus grand-chose. Et surtout, ces positions qui ont tendance à exclure l'homme, en fait. Je défends l'animal à mesure que je n'ai pas de relation avec mes compagnons de la même espèce que moi. J'accorde plus... Est-ce qu'on a conscience de l'animal? C'est-à-dire, de quoi on parle, en fait? On a l'impression qu'on parle d'une chose virtuelle, abstraite, et est-ce qu'on parle de l'animal, partie prenante du vivant Justement, oui, ça c'est la question, c'est-à-dire en fait, de quoi je parle dans l'animal quand je parle des animaux. Qu'est-ce que je vise dans l'animal quand je défends, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui la cause animale? Si on prend quelques exemples, en général, on voit que ça obéit à deux choses. La première, c'est un animal auquel je peux à peu près plus ou moins m'identifier, enfin pas m'identifier, mais avec lequel, excusez-moi, je peux établir une certaine interaction. Le dauphin. Le dauphin, parce qu'il est intelligent et parce qu'on peut jouer avec lui. Le dauphin, c'est un très grand exemple. Je me rappelle que quand on fait des cours en fait en philosophie et quand on explique que pour les philosophes classiques, l'animal ne pense pas, au sens en fait où il n'a pas un système rationnel, langagier, etc. Le premier argument qu'on nous dit, c'est exactement les dauphins, et le deuxième, c'est quand je regarde mon chien dans les yeux, je sais qu'il pense en fait. Et quand on essaie simplement d'écouter ce qui est dit sans juger et sans tout de suite dire mais non, etc., on se dit voilà, en gros, c'est un être sensible avec lequel on peut avoir en fait quelques interactions, ou alors le côté dont on parlait tout à l'heure de la nature un peu muséifiée, c'est-à-dire la nature sauvage, dite originelle, avec cette idée en fait qu'on pourrait préserver des coins de nature où surtout l'homme n'interviendrait pas. À la limite, on pourrait même presque mettre du plexiglas et regarder à travers. Et il y a ces deux extrêmes, en fait, il me semble, dans la question de l'animal. Donc, ce que j'entends, c'est qui je protège et qui je mange et pourquoi. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans ce que disait Hélène, c'est qu'elle ne faisait pas de contradiction entre le fait de pouvoir élever des animaux qui, au final, seraient tués, et le fait de pouvoir entretenir avec certains d'entre eux, avec tous du respect, et avec certains d'entre eux des liens même qui étaient des liens d'ordre affectif. Elle n'y voyait pas dans ce que tu disais tout à l'heure, tu disais est-ce que tu mangerais ton animal de compagnie? Eh bien non, c'est très bien répondu par Hélène. Non, parce que ce n'est pas du même ordre. C'est-à-dire on a superposé les c'est ça justement, je trouve, qui est très intéressant dans la position de l'éleveur. C'est que par définition, il ne peut pas être dans un extrême ou dans l'autre en fait. Il ne peut pas dissocier pour la viande ou le produit de l'animal vivant puisqu'il l'a au quotidien, qu'il l'élève, qu'il l'alimente, qu'il le voit naître, etc. Et en même temps, il n'y a pas ce côté, scindé, c'est-à-dire l'animal dont je prends soin, c'est l'animal qu'on ne va pas tuer parce que de fait, il est destiné à être mangé ou ce qui est produit par cet animal est destiné à être consommé. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir la manière dont c'est réinscrit en fait dans un ensemble d'enjeux qu'il faut tenir ensemble. Il y a les enjeux économiques, il faut rentabiliser l'exploitation. Il y a les enjeux sociaux au sens large, les attentes des consommateurs.
la traçabilité, la qualité, etc. Il y a l'enjeu du rapport à l'animal, et Hélène l'a très bien dit, c'est pas la même chose si un animal est tendu, s'il y a une relation, enfin, un rapport de conflit avec l'animal, ce ne sera pas la même chose, le produit ne sera pas le même, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment toutes ces dimensions sont tenues ensemble. Et quand on disait tout à l'heure, est-ce que des chercheurs viennent sur l'exploitation ou est-ce que des personnes viennent dans les fermes? Et on a envie de dire des fois à ceux qui défendent de façon trop radicale la cause animale, est-ce que vous savez en fait de quoi vous parlez? Est-ce que vous avez déjà vu ce qu'est en fait un élevage? Et encore une fois, c'est pas pour remettre en question ou c'est pas pour juger, il y a des choses très intéressantes qui se font. Mais il me semble que ce qui est intéressant, pour reprendre la question de tout à l'heure, c'est de se dire soi-même, il ne s'agit pas de se dire forcément qu'on va changer de position, qu'on va passer de végétarien à carnivore ou inversement, mais en tout cas de se dire finalement, moi en fait, moi personnellement, moi intimement, qu'est-ce qu'il y a dans l'animal qui me fait avoir cette position? Et je pense qu'à partir du moment où on arrive à s'interroger, soi-même on a un autre rapport, et c'est à ce niveau-là, je pense aussi que le dialogue peut se faire. Est-ce que c'est parce que je peux me projeter en fait dans l'animal? Est-ce que c'est parce que y a quelque chose que je ressens qui me donne en fait quelque part, un retour, une sorte d'échange, voilà. Et c'est très intéressant d'analyser en fait les types de discours, les types d'arguments qui sont développés. Je pense par exemple à cette idée, on ne peut pas en fait manger de la viande parce que manger de la viande ça veut dire tuer un animal. Et donc, en fait, c'est le vivant que je respecte dans l'animal. Comme on l'a dit dans d'autres cadres, la plante aussi, c'est un organisme vivant. Donc, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire aussi que je ne peux pas en fait, manger une plante non plus? Nous aussi, on est des organismes vivants. On a une certaine place dans la chaîne alimentaire. Le vivant mange le vivant, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de se dire je refuse de voir la mort, quelque part, c'est le fait de refuser de voir le vivant. Encore une fois, je fais de nouveau référence à ce que disait Hélène tout à l'heure parce que ça a eu énormément d'écho. Quand elle disait, en fait, l'enfant, assez jeune, en fait, sur l'exploitation, il voit la mort d'un animal et finalement, c'est intégré dans la vie. Et c'est souvent amusant, en fait, d'entendre les discours des enfants, en fait, à ce sujet. Et une fois comme ça, j'avais entendu un enfant dire « mais finalement, la mort, c'est la vie ». C'est amusant comme formule, mais il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire, et ça dit aussi beaucoup en fait de notre société contemporaine. La mort est cachée, on meurt à l'hôpital, on va veiller dans une chambre funéraire, on est enterré à l'extérieur de la ville, etc. Et en fait, l'idée, ce serait de se dire finalement, est-ce que la question animale, est-ce qu'on peut la réintégrer dans le vivant et la réintégrer dans les rapports que nous avons aussi entre nous? Est-ce que finalement, ça ne dit pas plus de choses que ce que ça veut bien dire? C'est ça, parce que quand on regarde de l'extérieur, on voit, pour renchérir ce que tu disais, quand on se balade à Paris, on voit absolument tout. On voit des teckels roses, on voit des gens avec des cheveux verts, on voit des grands, des petits. Il y a un truc qu'on ne voit pas, c'est des morts. On ne voit pas de morts, on ne voit pas d'enterrement, on ne voit pas de gens qui suivent un corbillard, on voit peu de cimetières où si on en voit, ils sont un peu sacralisés, c'est-à-dire qu'on va voir des personnes, voilà, etc. Donc du coup, on n'a plus de rapport à la mort, et ça, c'est un indicateur qui est quand même intéressant. Première chose que je voulais dire. Et deuxième chose, c'est comment on peut prendre notre condition animale dans notre condition humaine? C'est-à-dire qu'au fond, on est nous aussi partie prenante de ce vivant et donc d'une certaine manière animale. Oui. Alors je pense en effet que sur cette question de la mort, oui, ça c'est sûr. Après, évidemment, faut éviter les amalgames, de se dire qu'il y a du vivant dans différents types d'organismes vivants. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a tous forcément le même statut. Ça ne veut pas dire qu'on peut élever des hommes comme on élève des animaux. Voilà. Même s'il y a une question de tradition aussi, c'est-à-dire qu'on ne mange pas les mêmes animaux dans différentes sociétés. Ça nous choque en fait parce que c'est pas notre culture. Mais, on mange des chiens par exemple, Chine, oui, par exemple. Et ce qui est sûr, c'est que il y a une sorte d'adage, je ne sais pas comment on appelle ça, que j'aime bien, c'est on ne peut pas aimer correctement les autres quand on ne s'aime pas soi-même.
Et du coup, c'est pour ça en fait que justement dans le Labo Junior, on avait envie de se dire mais c'est quoi la vie en nous en fait? Pour réinterroger à un autre niveau le rapport à la nature et le rapport aux animaux. Finalement, est-ce que je respecte la vie en moi quand je dis respecter la vie dans l'animal auquel je ne veux pas toucher, mais quand ça revient à exclure l'homme en fait. Par exemple, cette idée de nature muséifiée, ou des animaux qu'on met comme ça dans des parcs auxquels on ne touche pas et on les regarde de l'extérieur. Alors évidemment, on va dire l'homme est un animal, un être vivant, et en même temps, il est à la fois très intelligent et c'est ce qui en fait quelqu'un de très dangereux. Voilà, parce qu'il peut évidemment avoir un pouvoir de destruction à la mesure de son pouvoir de création. Mais en même temps, on a envie de se dire, à partir du moment où on considère en fait que la nature doit rester exactement telle qu'elle serait en un état originel que personne ne connaît, mais dont tout le monde parle, que les animaux, en fait, on ne doit absolument pas les toucher, alors que les animaux eux-mêmes mangent d'autres animaux ou seront mangés par d'autres animaux. Pas pour les herbivores évidemment, mais vous me comprenez. À partir de ce moment-là, en fait, comment dire, la défense des droits des animaux est à la mesure de la violence faite aux hommes. C'est pour ça que ça m'interroge toujours quand on parle dans la cause animale de respecter la nature, respecter les animaux, etc. Mais est-ce qu'on peut respecter les animaux si on ne respecte pas les hommes, en fait? Si on considère que... Enfin, c'est considéré assez bizarrement que les hommes sont exclus, en fait, de cette nature et du règne animal, et qu'ils le voient simplement de l'extérieur. Qu'ils ont d'ailleurs ce rôle, ça me fait penser à un exemple que vous preniez souvent, on donne de l'argent à un mendiant à partir du moment où il est accompagné d'un chien. Et je trouve que c'est intéressant comme exemple parce qu'en fait, ça signifie, encore une fois, pas pour juger, mais simplement pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, ça signifie en fait que je peux avoir ce regard protecteur, un peu paternaliste, etc., à l'égard du chien, parce qu'il n'a pas choisi d'être dans cette situation, etc., comme si l'homme l'avait choisi, mais bref. Et en même temps, quand ça touche un homme, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a ce côté... il ne faut pas que ce soit trop proche de moi, en fait. Ça me met mal à l'aise, en fait, de voir quelqu'un dans la détresse qui m'est un peu trop proche. Et c'est ça qui est intéressant avec l'animal, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui est proche de moi pour les mammifères, et en même temps que je peux suffisamment tenir à distance. Et je pense que c'est là-dedans que ça peut se jouer. Quand tu parles de la violence faite à l'homme, à l'humain, est-ce qu'on peut y intégrer la méconnaissance, l'ignorance en réalité du statut de l'humain? C'est-à-dire, il y a ce qu'est notre condition humaine qu'on sait tous intuitivement ici. C'est difficile d'être un humain, c'est compliqué. C'est compliqué de vieillir, c'est compliqué de naître pour mourir. Mais on a aussi un statut, j'allais dire, de l'ordre du vivant. Et que ignorer ce statut de l'ordre du vivant, à partir du moment où on ignore par exemple la mort, c'est une grande violence faite à l'humain parce qu'on ne comprend pas les mécanismes qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire on peut en même temps être un tas de cellules et un tas de mouvements biologiques et en même temps être inspiré, spirituel et donc de fait avoir plus de respect pour l'autre. Ouais. La violence faite à l'homme, est-ce qu'elle n'est pas dans cette ignorance de ce qu'est l'homme justement et qui, elle est dans oui. donne un statut différent à l'animal? Elle est d'une manière générale dans l'ignorance. C'est sûr que la violence a un lien très fort avec, il y a la mesure en fait de l'ignorance. C'est l'ignorance de plusieurs choses. En effet, ignorer en fait, cacher, ce qui est très social, ce qu'il y a d'animal ou d'organisme vivant en nous, c'est empêcher plein de choses en fait. C'est empêcher chacun de se comprendre déjà, parce qu'on n'est pas simplement un esprit. Ça, on le sait, on le sait au quotidien, même si ce n'est pas ce qui vient sur la place publique. C'est empêcher de s'inscrire soi-même dans une relation avec les autres, parce que la relation avec les autres, c'est aussi une relation entre êtres vivants. C'est pas quand je parle avec quelqu'un, c'est pas simplement d'esprit à esprit, il y a quelque chose de matériel, de physique qui se joue. Et c'est empêcher en fait c'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire soit tu manges de la viande et tu manges ton animal de compagnie, soit tu ne manges pas de viande du tout. En fait, c'est les amalgames qui sont faits et on est l'un ou l'autre. Soit tu es un organisme vivant, soit tu es un homme et donc un être spirituel.
Ah bon? Déjà. Je pense que ça empêche de se poser les bonnes questions, en fait. Ça empêche je ne sais pas si ça donne des bonnes ou des mauvaises réponses, mais en tout cas, ça empêche de se poser les bonnes questions. Et en tout cas, on voit bien que la violence dont tu parlais, qui s'exprime souvent, c'est-à-dire que quand on est dans cette injonction, obligation de prendre parti, on voit qu'il y a une forme d'expression qui est souvent violente, qui est souvent radicale, qui est aussi une marque de l'époque. On est convoqué en permanence à être pour ou contre des choses qu'on ne comprend pas. Elle dit beaucoup de choses, cette expression convoquée, en fait. Oui. On est convoqué sur la place publique à prendre parti. Voilà. Et c'est exactement le contraire de ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire revenir en soi, pas simplement être juste dans une position extérieure où on essaie simplement de convaincre. C'est un peu la voix du plus fort, celui qui parle le plus fort qui a raison. Et en fait, convoquer à l'extérieur à prendre parti, là de fait, on est dans des positions forcément radicales et forcément figées, ou la démarche inverse qui est d'essayer en fait d'aller chercher ce qui est sous-jacent dans les différentes positions qu'on a. Mais ça met très mal à l'aise, mais c'est très formateur. Oui. On l'a vu par exemple nous dans le Labo Junior, c'est-à-dire qu'au départ certains nous disaient mais c'est embarrassant vos questions. Par exemple quand on disait à un biologiste est-ce que tu as l'impression de travailler sur la vie quand tu es avec tes cellules, etc. Bon, forcément on posait toujours des questions décalées parce que c'est là que surgissent des choses, mais en fait, c'est embarrassant, il y a des questions qu'on n'a pas envie de se poser. Mais une fois qu'on se les pose, on se rend compte d'abord qu'on apprend beaucoup de choses sur soi aussi, et on se rend compte qu'en fait, c'est à ce niveau-là qu'on peut dialoguer. On ne peut pas dialoguer quand on est convoqué à prendre parti. On est dans un clan ou dans un autre, et on est figé dans un clan ou dans un autre. En fait. Donc en résumé, on peut dire que rechercher le bien-être animal, c'est quand même faire un assaut d'humanité, c'est aller vers plus d'humanité. Mais quand on voit indéniablement, et chacun l'espère, même si c'est compliqué, mais quand on voit ce que j'appelle une position simpliste ou infantile, qui consisterait à dire je ne mange pas l'animal parce qu'il faut le tuer, or je mange le végétal et je le tue. Donc qu'est-ce qui nous resterait à manger? C'est donc nier notre statut en fait, c'est nier notre réalité biologique, notre réalité qui est qu'on est, malgré notre condition humaine, partie prenante du vivant. Donc c'est ça qui va devoir être résolu dans les temps à venir. Et par où passe la réponse? C'est-à-dire, est-ce que ça passe par une philosophie qui vient dans les élevages? C'est-à-dire qu'on vient poser des questions philosophiques à Hélène pour regarder comment elle vit, comment elle arrive justement à maîtriser tous ces différents niveaux? Est-ce que c'est ces enfants qui sont dans les écoles? Comment on fait? Comment on fait? Ce qui est sûr, c'est que personne ne détient la réponse à lui tout seul. Ça, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est, en effet, moi j'aime beaucoup ces démarches en fait, c'est d'aller rencontrer l'autre qui n'est pas du même horizon que soi, pour voir un peu, essayer de comprendre en fait, pas juger d'emblée en fait la façon dont il agit ou dont il pense, mais essayer de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Et sinon, pour revenir sur la question de l'ignorance, quand on dit je ne veux pas manger de la viande parce qu'il faudrait tuer un animal, c'est une ignorance fondamentale des mécanismes de la vie. Oui. Après, évidemment, on peut discuter sur la façon dont les animaux sont élevés. On peut aussi, à titre personnel, être végétarien. C'est pas du tout excluant ce que je dis. Mais simplement, c'est assez intéressant de se demander pourquoi. Et il y avait une formule que j'aimais bien, mais je crois qu'elle vient d'une discussion. C'était viser l'idéal et prendre en compte le réel. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Ouais. Voilà, je ne savais pas d'où ça vient, mais voilà, je la reprends volontiers. C'est-à-dire se dire qu'on peut toujours changer les choses, et tant mieux, et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on discute ensemble. Mais en même temps, ne pas trouver, ça c'est une objection qu'on fait aux philosophes, ne pas trouver des réponses simplement dans l'esprit et des réponses idéales qui en général sont, contrairement à ce qu'on peut penser, très violentes, comme on disait tout à l'heure, parce qu'elles sont impossibles à vivre en fait. Et elles ne laissent pas la porte ouverte aux autres. Donc moi j'ai envie de répondre, passer par les enfants, parce qu'ils nous apprennent plein de choses. On avait parlé de l'émission Sarah et les marmitons. J'aimais beaucoup cette émission où en fait les enfants étaient en une sorte de colonie de vacances, ils devaient s'occuper des animaux, ils apprenaient à cuisiner aussi au fur et à mesure. Et le trouble qu'ils ont ressenti quand ils se sont retrouvés face à un poulet entier et cru, alors que tous les matins ils allaient nourrir les poules en fait.
Parce que là, subitement, il y avait, d'accord, d'habitude je mange des nuggets de poulet, tout ça, mais ça ne paraît pas parce que c'est transformé. Jusque-là, tout va bien. Mais là, tout soudain, il y a un lien viande, animal mort. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est toute la démarche après. C'est-à-dire, je ne m'arrête pas là, en fait. Je ne dis pas, c'est pas bien, j'arrête. Alors, ça veut dire quelle attitude il faut que j'ai à l'égard de ce poulet. Comment je vais le cuisiner? Comment je vais en prendre soin, entre guillemets, en le cuisinant, etc. Enfin, voilà, je m'égare parce que c'est très long et je ne vais pas tout raconter. Mais passer par les enfants et organiser des rencontres, parce que c'est avant tout une question de rencontre entre hommes, cette question du rapport à l'animal. C'est ça, et on voit bien que la question de l'animal est une question sociétale, est une question philosophique et existentielle, et qu'elle a, même si elle est radicale aujourd'hui, elle a un intérêt, c'est qu'elle va nous questionner sur notre statut, sur la façon dont on est partie prenante du vivant et sur les formes de collaboration dont parlait Hélène entre les animaux et les végétaux et l'humain. Et pas déléguer cette question à des spécialistes d'eux. Pas le déléguer à des spécialistes de l'éthique, à des spécialistes des associations, etc. Parce que c'est une question qui interroge notre rapport à chacun de nous, en fait, aux animaux et aux vivants. Et c'est forcément dans les rencontres et dans les dialogues que ça se joue. Merci beaucoup, Julie. Merci.